Pas encore d'accord à Bruxelles entre les 27 chefs d'État et de gouvernement autour du plan de relance. Les pays dits frugaux comme les Pays-Bas ou l'Autriche maintiennent fermement leurs réserves. Les discussions reprennent ce samedi. Invité de cette édition, Hervé Jouanjean, vice-président du laboratoire d'idées Confrontation d'Europe, ancien directeur général à la Commission européenne. Peut-être une bonne nouvelle en provenance du Brésil sur le front du Covid. L'épidémie a atteint un plateau selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle invite les autorités à se saisir de cette opportunité pour repousser la maladie. Au-delà du Brésil, nous ferons un point sur la situation en Amérique latine en général. Nous irons également au Liban, reportage à venir de nos envoyés spéciaux auprès de citoyens ordinaires en grande difficulté, obligés d'aller demander de l'aide. Ils sont durement frappés par la crise économique qui touche le pays. On les appelle les nouveaux pauvres. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le 18 juillet. Merci de choisir France 24 pour vous informer et nous ouvrons cette édition par les tractations à Bruxelles entre les 27 chefs d'État et de gouvernement européens autour du plan de relance. On les annonçait difficiles, elles le sont. Les dirigeants se retrouvent ce samedi, s'étant quittés hier sans accord. Les négociations se sont heurtées à l'intransigeance des Pays-Bas ou de l'Autriche, les pays dits frugaux. Ils s'opposent fermement à la ventilation actuelle des 750 milliards d'euros. L'argent est destiné à remettre sur les rails une économie européenne durement frappée par le Covid. Ces frugaux voient d'un assez mauvais œil que le plan profite davantage à des États comme l'Espagne ou l'Italie, considérés comme de mauvais élèves en termes de gestion budgétaire. Avant de retrouver notre invité, écoutez le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Solidariteit, ja, van landen die nu wat meer in de eigen begroting kunnen vrijmaken om de crisis te bestrijden, richting landen die dat wat minder kunnen. Maar dan omgekeerd wel de vraag aan die landen, doen er nou alles aan om het de volgende keer zelf te kunnen oplossen. En dat zijn hervormingen in de arbeidsmarkt, in de pensioenen, etc. Et pour commenter ce qu'il se passe à Bruxelles, nous sommes en duplex avec quelqu'un qui connaît le système de l'intérieur. Bonjour Hervé Jouanjean, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de Confrontation Europe, un laboratoire d'idées. Vous avez aussi travaillé à la Commission européenne sur les questions liées au budget. Quelle analyse faites-vous de la posture des frugaux? Ils sont trop orthodoxes, trop rigides, pas assez souples? C'est, je pense, un problème culturel entre le Nord et le Sud. Les frugaux, qui viennent de pays où on aime le travail, pensent que dans le Sud, on aime moins le travail. Et ils accusent l'Italie, notamment, de mal gérer son budget. Ce qui est totalement faux, car si vous regardez les chiffres, l'Italie est un pays qui, depuis des années, a accumulé ce qu'on appelle des excédents primaires, c'est-à-dire des excédents budgétaires avant le remboursement des emprunts. Et donc l'Italie, en fait, a eu une très bonne gestion budgétaire depuis un certain nombre d'années. Et donc ces reproches sont totalement infondés. Il s'agit donc plus, je dirais, de questions d'ordre politique, de posture intérieure, que véritablement de questions réellement de fond. Alors, on a entendu Mark Rutte dire « OK pour la solidarité, mais pas de chèque en blanc puisque vous devez réformer ». Comment, du coup, vu ce que vous venez de nous expliquer, comment sortir de cette ornière? Je crois que Charles Michel, cette nuit, a fait une proposition qui consistait à aller un peu dans le sens de Mark Rutte, qui a été extrêmement mal reçue par les Italiens et les Espagnols. Il me semble que toute idée de conditionner à l'unanimité un accord pour les plans dans ces pays-là est un mauvais choix. On parle certes de solidarité dans la bouche de M. Rutte, mais ce que j'entends surtout, c'est méfiance. Et je crois qu'au sein de l'Union européenne, la première chose, c'est de se faire confiance. Et de faire confiance, à commencer par la Commission européenne, qui en particulier gère le semestre européen et connaît parfaitement bien la situation économique de ces pays. M. Rutte a peur que, compte tenu du poids de certains de ces États, comme l'Italie, en fait, la Commission soit en quelque sorte impuissante à faire passer les messages appropriés, les mesures appropriées face à des hésitations ou un manque d'enthousiasme de la part des Italiens. Une fois de plus, ceci, c'est de la méfiance, c'est un manque de confiance, et c'est véritablement là que Charles Michel devra trouver une solution qui permette de satisfaire les craintes néerlandaises sans pour autant
porter atteinte à la capacité italienne ou espagnole de mener à bien des projets sans avoir besoin d'un contrôle à l'unanimité permanent et totalement insupportable pour ces pays. Hervé Jouanjean, avec l'Europe, on est toujours dans des psychodrames, sauf que cette crise sanitaire, de par son ampleur, a jeté une lumière assez crue sur certaines failles. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus d'intégration sur des questions de santé, par exemple, ou au contraire, au maintien des égoïsmes nationaux? Alors, en matière de santé, les traités donnent de très peu de pouvoir au système européen. Et donc c'est tout à fait, je dirais, entre guillemets, naturel que la Commission européenne et les institutions de manière générale étaient, entre guillemets, à la traîne. Il y a maintenant des initiatives importantes qui ont été lancées, des initiatives de coordination. Il y a aussi des initiatives en matière de recherche qui sont lancées, et je crois que sur le plan de la santé, en effet, chacun a réalisé combien il était important de se coopérer entre les États membres et d'aller au-delà de ce qui était le minimum prévu par les traités. Merci beaucoup, Hervé Jouanjean, d'avoir été avec nous, vice-président du laboratoire d'idées Confrontation Europe, ancien directeur général à la Direction générale du budget de la Commission européenne. Merci beaucoup. On ouvre maintenant notre chapitre consacré à la pandémie de Covid-19 avec d'abord la France où le taux de reproduction du virus est en hausse dans plusieurs zones, dans plusieurs régions, dont la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Dans cette dernière partie du pays, la Nouvelle-Aquitaine, l'agence locale de santé évoque une évolution inquiétante. À l'échelle nationale, le gouvernement Macron-Castex dit avoir constaté un relâchement. Le chef du gouvernement sur France 2 appelle à la vigilance. Les gens, les citoyens, quand même, respectent les consignes. Et l'intérêt, peut-être, si vous me permettez, de la situation que nous vivons, qui est effectivement, qui montre des indicateurs ou des indices de remontée de circulation du virus, qui sont quand même un peu localisés. J'espère qu'elle va faire prendre conscience à nos concitoyens, au-delà des obligations, qu'il faut faire attention, il faut être vigilant. Voilà. On n'est pas dans une situation grave, mais c'est une situation qui appelle plus de vigilance et que je suis au jour le jour. De son côté, l'Amérique latine continue de se battre contre le coronavirus. Florent Rodeau nous décrit la situation dans la région avec ce qu'il se passe en Argentine, en Colombie, au Pérou, en Équateur. Il commence son tour d'horizon par le Brésil où, selon l'OMS, l'épidémie a atteint un plateau. Avec 77 000 décès et 2 millions de cas déclarés, le Brésil est de loin le pays le plus touché par le Covid-19 en Amérique latine. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays a atteint un plateau, ce qui signifie que le taux de reproduction du virus y est partout inférieur à 1,5. The virus is not, in a sense, doubling itself in the community as quickly as it was before. So the rise in Brazil is no longer exponential. It has plateaued, but the cases and deaths continue to occur. À Buenos Aires, capitale de l'Argentine voisine, où les habitants sont soumis à un confinement strict depuis le 1er juillet dernier, l'heure est à l'assouplissement des mesures. À partir de lundi, les commerces de proximité non essentiels, les industries, mais aussi certaines activités professionnelles pourront reprendre. Possibilité également désormais de faire du sport et de se rendre dans un lieu de culte. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual y lo vamos a hacer escalonadamente. Un confinement également assoupli en Colombie par le président Iván Duque, déterminé à relancer l'économie nationale. Le pays, qui vient de dépasser la barre des 6 000 morts, a connu jeudi son pire bilan quotidien de contamination, un peu plus de 8 000 en 24 heures. Les experts attendent désormais le pic épidémique dans les prochaines semaines. Un retour à la normale qui va prendre du temps, comme à l'aéroport de Lima, au Pérou. Les vols intérieurs ont pu reprendre, mais pour à peine 5% d'entre eux pour le moment. Prise de température, désinfection des bagages, port du masque. Sur place, les normes sanitaires sont drastiques. Elles le seront encore de longues semaines.
La disparition d'une figure du mouvement des droits civiques aux États-Unis, John Lewis, ancien compagnon de route de Martin Luther King, membre influent de la Chambre des représentants, farouche opposant à Donald Trump. Il est décédé à 80 ans. Un cancer du pancréas l'a emporté. L'Amérique déplore la disparition de l'un de ses plus grands héros. Réaction de Nancy Pelosi, patronne des démocrates à la Chambre des représentants. Autre réaction, celle de Bernice King, fille de Martin Luther King. Il a apporté tant de choses dans sa vie. Il s'est sacrifié comme personne. Et donc, nous le célébrons et nous l'honorons pour cela, pour le modèle qu'il nous a donné, pour la conscience qu'il a placée au Congrès. Ce qu'il nous a laissé, son modèle, peut nous aider à nous comporter comme lui. Je pense que ce serait extraordinaire. C'est le plus grand honneur que nous puissions lui faire. Le Liban, la situation économique de ce pays n'a eu de cesse de se dégrader ces derniers mois. De plus en plus de Libanais se retrouvent obligés de pousser la porte d'organisations caritatives pour subvenir à leurs besoins primaires. Les nouveaux pauvres, comme on les appelle là-bas, ont beaucoup de mal à s'en sortir, comme sont allés le constater nos envoyés spéciaux Roméo Langlois, Catherine Norris-Trent et Maïssa Awad. بدك تتدين غصبا عنك لطعمي الاولاد اجار الكهرباء روح على شركه الكهرباء وشوف اعطيك وصل 1,5 صار علي. Au Liban, les prix explosent, la vie est hors de prix. Inflation, chômage, le pays s'enfonce dans la crise. Ils sont tous les jours plus nombreux à venir réclamer de l'aide auprès de l'association Banin, des aliments ou des médicaments. عدد الطلبات ببنين تقريبا زاد بدك تقولي التريبل او مينيموم كمان لانه تعرضنا لكذا مشكله بلبنان هي الكورونا بلشنا رجعنا صار في ثوره 17 تشرين رجعنا عندنا المشكله الاقتصاديه حاليا لعب سعر الليره والدولار. Les membres de l'ONG distribuent 10 000 paniers alimentaires par mois. Ils le constatent tous les jours. Au Liban, les nouveaux pauvres sont toujours plus nombreux. Ali a perdu son travail dans un magasin de meubles. Il a 3 enfants à nourrir. Le salaire minimum réel, lui, est tombé à $100 par mois. تاخذ لاتيه طعم الاولاد انا عندي 3 اولاد بدي طعميهم تكرم مني بدنا نعيش ما بقى في شيء هاي بلدنا راحت. Le pays du Cèdre a longtemps été surnommé la Suisse du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les Libanais sont sous le choc. La récession a été extrêmement brutale. En quelques mois seulement, la monnaie nationale a perdu 80% de sa valeur et les prix ont explosé. Aujourd'hui, pour des millions de Libanais, se nourrir est devenu la priorité. D'après le programme alimentaire mondial, il serait environ 50% à vivre sous le seuil de pauvreté. Et avant de se quitter, cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, on apprend qu'un incendie majeur s'est déclaré à l'intérieur de la cathédrale de Nantes. Nous sommes en Loire-Atlantique. Le feu s'est déclaré autour de 7h44 du matin. 60 pompiers ont été dépêchés sur place selon le CODIS, les services de secours locaux. Voilà l'information de ce matin pour Nantes, en Loire-Atlantique. Incendie majeur dans la cathédrale. On n'en sait pas plus pour l'instant, évidemment. On y reviendra tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Merci de rester sur France 24. L'information continue. Un regard différent sur l'actualité. Les témoignages de ceux qui vivent l'information, partout dans le monde, recueillis par nos journalistes. Des vidéos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Les Observateurs, présentés par Alexandre Capron. À voir sur France 24 et France24.com.